Le 15 septembre 1987, Damien Leclerc traverse la ligne d'arrivée du 1500 mètres aux championnats régionaux de Montpellier sous les applaudissements nourris du stade municipal. Ce jeune athlète de 22 ans, considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du demi-fond français, vient de décrocher sa qualification pour les championnats de France. 48 heures plus tard, il avait disparu sans laisser de traces. 35 ans après, une découverte fortuite dans une grille d'égout de la ville révélera une vérité si troublante qu'elle remettra en question tout ce que sa famille croyait savoir sur les derniers jours de Damien. Cette médaille gravée, coincée dans les canalisations souterraines de Montpellier, dévoilera l'existence d'un réseau criminel qui a opéré pendant des décennies au cœur du sport français, transformant la passion de jeunes athlètes en instrument de profit et de chantage. Avant de poursuivre cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas nouveau. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie à travers le monde. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'automne 1987 à Montpellier était particulièrement doux cette année-là. La ville, en pleine expansion démographique grâce à l'essor de ses universités et de son secteur technologique, vibrait d'une énergie nouvelle. Le stade municipal Philippides, construit dans les années 60 dans le quartier de Selle-Neuve, accueillait régulièrement des compétitions d'athlétisme de niveau régional qui attiraient les meilleurs espoirs du Languedoc-Roussillon. Damien Leclerc était né le 3 mars 1965 à Béziers, dans une famille ouvrière du quartier de la Devèze. Son père, André Leclerc, travaillait comme mécanicien dans les ateliers SNCF de la ville, tandis que sa mère, Françoise, était employée de bureau à la mairie. Ils avaient également une fille, Sophie, née 3 ans avant Damien, qui travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats de Montpellier depuis 1985. Dès l'âge de 14 ans, Damien avait montré des aptitudes exceptionnelles pour la course de demi-fond. Son entraîneur au club d'athlétisme de Béziers, Michel Faure, un ancien coureur qui avait participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972, avait immédiatement repéré le potentiel du jeune homme. « Ce garçon a quelque chose de spécial », disait-il souvent à André Leclerc. Sa foulée est naturellement économique, et il a cette capacité rare à accélérer dans les derniers mètres quand ses concurrents commencent à faiblir. En 1983, Damien avait intégré l'INSEP à Paris pour perfectionner son entraînement tout en poursuivant des études de kinésithérapie. Ses performances s'étaient rapidement améliorées sous la direction de l'entraîneur national Jean-Claude Vallée. En 1985, il avait couru le 1500 mètres en 3:38:45, un chrono qui le plaçait parmi les 10 meilleurs Français de sa catégorie d'âge. Cependant, malgré ses résultats prometteurs, Damien traversait une période difficile sur le plan personnel. Sa relation avec Céline Moretti, une étudiante en médecine qu'il avait rencontrée à Paris, venait de se terminer brutalement en juillet 1987. Selon ses proches, cette rupture l'avait profondément affecté. Sophie se souvenait de conversations téléphoniques où son frère semblait perdu, remettant en question ses priorités et son avenir sportif. Il me disait qu'il en avait assez de la pression constante, des sacrifices quotidiens, racontait Sophie des années plus tard. Damien commençait à se demander si tout cela valait vraiment la peine. Il parlait de plus en plus de reprendre des études normales, de mener une vie comme tout le monde. Cette crise personnelle coïncidait avec des changements importants dans l'encadrement de l'équipe de France de demi-fond. Jean-Claude Vallée avait été remplacé par un nouvel entraîneur, Bernard Costello, un Irlandais naturalisé français qui prônait des méthodes d'entraînement plus modernes, mais aussi plus controversées. Costello était réputé pour sa capacité à faire progresser rapidement ses athlètes, mais aussi pour son caractère autoritaire et ses liens ambigus avec certains milieux peu recommandables du sport international. L'été 1987 avait été marqué par plusieurs incidents troublants dans l'entourage de Damien. En juin, lors d'un stage d'entraînement à Font-Romeu,
Plusieurs athlètes avaient fait état de pression exercée par des individus inconnus qui cherchaient à obtenir des informations sur leur forme physique et leurs projets de course. Ces hommes, qui se présentaient comme des consultants sportifs, proposaient de l'argent en échange de renseignements sur les stratégies d'entraînement et les performances réelles des coureurs. Damien avait mentionné ces approches suspectes à sa sœur lors d'un appel téléphonique du 12 août 1987. « Il y a des types bizarres qui traînent autour des stades », lui avait-il confié. « Ils posent des questions sur nos chronos d'entraînement, nos blessures, ce genre de choses. Costello nous a dit de ne pas leur parler, mais ils sont insistants. » Sophie avait conseillé à son frère de signaler ces incidents à la fédération, mais Damien semblait réticent. « Tu ne comprends pas comme ça fonctionne ici », avait-il répondu. « Si tu fais trop de vagues, tu peux te retrouver écarté des équipes nationales. Costello a beaucoup d'influence et il n'aime pas les athlètes qui lui créent des problèmes. » Le 13 septembre 1987, Damien était arrivé à Montpellier en fin d'après-midi pour participer aux championnats régionaux prévus le surlendemain. Il logeait à l'hôtel des Arceaux, un établissement modeste situé près du centre historique, dans une chambre réservée par la Fédération régionale d'athlétisme. L'hôtel, tenu par une famille italienne installée à Montpellier depuis les années 50, accueillait régulièrement des sportifs de passage. Le propriétaire, Giuseppe Benedetti, se souvenait parfaitement du jeune coureur. C'était un garçon poli, discret. Il est arrivé vers 18 heures avec son sac de sport et une petite valise. Il m'a demandé s'il y avait un endroit calme pour réviser ses cours parce qu'il préparait un examen de kinésithérapie prévu la semaine suivante. Le soir du 13 septembre, Damien avait dîné seul au restaurant de l'hôtel, étudiant ses notes entre les plats. Plusieurs témoins se rappelaient l'avoir vu consulter fréquemment sa montre, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Vers 21h30, il était monté dans sa chambre, la numéro 24 au 2e étage. Le lendemain matin, 14 septembre, Damien s'était levé tôt pour effectuer un footing léger dans le parc du Peyrou, une routine qu'il respectait scrupuleusement avant chaque compétition. Plusieurs coureurs matinaux l'avaient croisé vers 7h15, remontant l'avenue du Pont Juvénal en direction du centre-ville. Il portait un survêtement bleu marine de l'équipe de France et des chaussures de course blanches Nike. L'après-midi du 14 septembre avait été consacré à une séance d'entraînement légère sur la piste du stade Philippides. Damien s'y était rendu vers 16h en compagnie de 3 autres coureurs hébergés au même hôtel, Laurent Martel de Toulouse, Éric Deschamps de Perpignan et Nicolas Favier de Nîmes. Cette séance, supervisée par un entraîneur régional, consistait en quelques gammes d'échauffement et 3 accélérations de 100 mètres pour maintenir les sensations. Laurent Martel, qui était devenu ami avec Damien au fil des compétitions, avait remarqué que ce dernier semblait préoccupé. Il était moins bavard que d'habitude. Normalement, Damien était plutôt souriant. Il aimait plaisanter avec nous. Mais ce jour-là, il répondait par monosyllabes. Quand je lui ai demandé s'il avait un problème, il m'a dit que tout allait bien, mais je sentais que quelque chose le tracassait. Après l'entraînement vers 18h30, les 4 coureurs étaient retournés à l'hôtel des Arceaux. Damien s'était douché et avait passé une chemise blanche et un pantalon de toile beige pour le dîner. Giuseppe Benedetti se souvenait l'avoir vu descendre vers 19h45, mais cette fois, contrairement à la veille, il ne s'était pas installé au restaurant de l'hôtel. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous pour dîner avec des amis en ville, expliquait le propriétaire. Il semblait content, plus détendu que les jours précédents. Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant près de la place de la Comédie et je lui ai recommandé le Petit Jardin, rue Jean-Jacques Rousseau. Damien était sorti de l'hôtel vers 20h, à pied, en direction du centre-ville. C'était la dernière fois qu'on l'avait vu vivant dans un cadre normal et détendu. Le lendemain, 15 septembre 1987, les championnats régionaux débutaient à 14h au stade Philippides. Damien s'était présenté à l'échauffement vers 13h15, vêtu de son maillot de course rouge et blanc du club de Béziers. Plusieurs concurrents et officiels avaient noté qu'il paraissait nerveux, ce qui était inhabituel pour un athlète de son niveau d'expérience. Sa course, le 1500 mètres, était programmée à 15h45.
Dans les vestiaires, Laurent Martel avait essayé de détendre l'atmosphère en plaisantant, mais Damien restait silencieux, concentré sur ses étirements. Il avait le regard fixe, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important, se rappelait Martel. La course elle-même s'était déroulée selon le scénario habituel pour Damien. Placé dans le peloton de tête pendant les premiers 800 mètres, il avait déclenché son sprint final à 300 mètres de l'arrivée, remontant méthodiquement ses adversaires pour s'imposer dans un excellent temps de 3:36:12. Cette performance lui garantissait sa qualification pour les championnats de France prévus en octobre à Reims. Après la course, Damien avait participé à la cérémonie de remise des médailles vers 16h30. Les photographies officielles le montraient sur la plus haute marche du podium, souriant, brandissant sa médaille d'or régionale. Cette médaille, frappée spécialement pour l'occasion par la fédération régionale, portait l'inscription Championnat du Languedoc-Roussillon 1987, 1505 mètres, et était gravée au dos du nom du vainqueur et de son temps. Vers 17h15, après les dernières formalités administratives et une brève interview avec un journaliste de Midi Libre, Damien était retourné au vestiaire pour se changer. C'est là qu'il avait retrouvé ses affaires personnelles et son sac de sport, qu'il avait laissé dans un casier pendant la compétition. Laurent Martel, qui partageait le même vestiaire, se souvenait des derniers instants passés avec Damien. Il rangeait ses affaires tranquillement, en sifflotant. Il avait retrouvé sa bonne humeur après sa victoire. Je lui ai dit qu'on pourrait fêter ça tous ensemble, mais il m'a répondu qu'il avait déjà des projets pour la soirée. Il ne m'a pas dit avec qui ni où. Vers 18h, Damien était sorti du stade par l'entrée principale, son sac de sport à l'épaule, et sa médaille dans une petite pochette en velours rouge fournie par l'organisation. Plusieurs témoins l'avaient vu marcher tranquillement vers l'arrêt de tramway le plus proche, situé avenue de Morin, à environ 200 mètres du stade. Le tramway de 18h12 avait effectivement transporté un jeune homme correspondant au signalement de Damien, selon le conducteur interrogé plus tard par la police. Ce témoin se rappelait un sportif en survêtement qui était descendu à la station Comédie, au cœur du centre historique de Montpellier. À partir de ce moment, les traces de Damien Leclerc devenaient floues et contradictoires. Plusieurs personnes affirmaient l'avoir aperçu dans différents quartiers de la ville entre 18h30 et 21h, mais aucun témoignage ne put être formellement confirmé par la suite. Le premier témoin potentiel était un serveur du café Le Grand Balcon, place de la Comédie. Cet homme, interrogé 3 jours après la disparition, déclarait avoir servi un jeune sportif vers 19h qui buvait un café en consultant nerveusement sa montre. Il regardait tout le temps vers l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un qui tardait à arriver, expliquait le serveur. Un deuxième témoignage provenait d'une étudiante de l'université de Montpellier, Isabelle Vidal, qui affirmait avoir reconnu Damien vers 19h45 rue de l'Ancien Courrier, près de la cathédrale Saint-Pierre. Selon elle, il marchait rapidement en compagnie d'un homme plus âgé, vêtu d'un costume sombre, qu'elle n'avait pas pu identifier clairement dans la pénombre. Le témoignage le plus troublant provenait de Madame Henriette Delmas, une retraitée qui promenait son chien vers 20h30 dans le quartier des Beaux-Arts. Elle jurait avoir entendu une dispute violente dans une ruelle près de la rue Boussérolle, impliquant un jeune homme à l'accent du Midi et une voix plus grave qui parlait de manière menaçante. Selon elle, la dispute avait cessé brutalement, suivie du bruit d'une portière de voiture qui claquait et d'un moteur qui démarrait. Le 16 septembre au matin, Giuseppe Benedetti s'inquiétait de ne pas voir Damien descendre prendre son petit déjeuner comme prévu. Vers 10h, il était monté, frappé à la porte de la chambre 24 sans obtenir de réponse. Utilisant son passe, il avait découvert que le lit n'avait pas été défait et que les affaires personnelles de l'athlète étaient toujours rangées dans l'armoire. L'alerte avait été donnée vers 11h30, quand Michel Faure, l'entraîneur de Damien, était arrivé à l'hôtel pour accompagner son protégé au petit déjeuner et faire le bilan de la compétition de la veille. Face à l'absence inexpliquée du coureur,
Faure avait immédiatement contacté la famille Leclerc à Béziers, puis s'était rendu au commissariat de police de Montpellier pour signaler la disparition. L'enquête préliminaire, dirigée par le commissaire Paul Giraud, avait débuté dans l'après-midi du 16 septembre. Les premières vérifications avaient confirmé que Damien n'avait pas utilisé sa carte de crédit depuis le 14 septembre, qu'il n'avait pris aucun transport public hors de Montpellier et que son compte bancaire n'avait fait l'objet d'aucune opération suspecte. Sa famille était arrivée à Montpellier le 17 septembre. André et Françoise Leclerc, accompagnés de Sophie, s'étaient installés à l'hôtel des Arceaux pour coordonner les recherches avec les autorités. Sophie, qui connaissait bien Montpellier pour y travailler, avait immédiatement pris les choses en main, organisant la diffusion d'avis de recherche et contactant tous les amis et connaissances de son frère dans la région. Les premiers jours d'enquête s'étaient concentrés sur l'hypothèse d'un départ volontaire. Plusieurs éléments semblaient accréditer cette piste. La crise personnelle que traversait Damien, ses questionnements sur son avenir sportif, et le fait qu'il ait emporté sa médaille et laissé le reste de ses affaires à l'hôtel, comme s'il comptait revenir rapidement. Cependant, cette théorie présentait des incohérences majeures. Damien était très proche de sa famille et n'avait jamais manifesté le moindre comportement fugace par le passé. De plus, il devait passer un examen important de kinésithérapie le 22 septembre à Paris, une échéance qu'il n'aurait jamais manquée selon ses proches. Le commissaire Giraud avait également exploré la piste criminelle, interrogeant systématiquement toutes les personnes qui avaient côtoyé Damien pendant son séjour à Montpellier. L'enquête révéla rapidement l'existence des mystérieux consultants sportifs qui avaient approché plusieurs athlètes pendant l'été 1987. Ces investigations menèrent les policiers vers Bernard Costello, l'entraîneur national, qui fut convoqué pour audition le 25 septembre. Costello admit l'existence de ces individus suspects qu'il décrivait comme des parieurs professionnels cherchant à obtenir des informations privilégiées sur les performances des athlètes. Selon lui, ce phénomène était connu dans le milieu sportif international, mais généralement sans conséquences graves. Ces gens-là misent de grosses sommes sur les compétitions d'athlétisme, expliquait Costello aux enquêteurs. Ils cherchent à connaître la forme réelle des coureurs, leurs petites blessures, leur stratégie de course. C'est malhonnête, mais ce n'est pas nouveau. J'avais conseillé à mes athlètes de ne pas leur parler, point final. Quand les policiers lui demandaient s'il pensait que Damien avait pu être approché par ces individus à Montpellier, Costello se montrait évasif. C'est possible, mais Damien était un garçon intelligent. Il n'aurait jamais fait d'imprudence, et puis de pourquoi s'en serait-il pris à lui? Il n'était pas encore au niveau international. Ces gens s'intéressent plutôt aux vedettes. L'enquête piétinait, malgré les efforts considérables déployés par les forces de l'ordre. Des battues avaient été organisées dans la garrigue autour de Montpellier, les gares et aéroports de la région étaient surveillés, les hôpitaux et morgues systématiquement contactés. Aucun élément nouveau ne permettait de déterminer ce qui était arrivé à Damien Leclerc après 18h12, le 15 septembre 1987. Les semaines passant, l'enquête officielle commençait à s'essouffler. Le commissaire Giraud, confronté à d'autres affaires urgentes, ne pouvait plus consacrer les mêmes moyens à cette disparition qui semblait ne mener nulle part. Le dossier n'était pas classé, mais il n'avançait plus de manière significative. Cette stagnation était particulièrement frustrante pour Sophie Leclerc, qui avait pris un congé sans solde pour se consacrer entièrement aux recherches de son frère. Contrairement à ses parents, qui commençaient à accepter l'idée que Damien ait pu partir volontairement pour refaire sa vie ailleurs, Sophie demeurait convaincue qu'il était arrivé quelque chose de grave à son frère. Damien n'était pas du genre à fuir ses problèmes, répétait-elle inlassablement. Il était responsable. Il n'aurait jamais inquiété la famille comme ça. Et puis, il avait ses examens, ses projets. Non, il lui est arrivé quelque chose, j'en suis certaine. À partir d'octobre 1987, Sophie développa sa propre stratégie d'investigation parallèle. Elle s'installa temporairement à Montpellier, louant un petit studio dans le quartier des Beaux-Arts, et commença à mener ses propres enquêtes de terrain.
Chaque jour, elle arpentait les rues de la ville, montrant la photo de son frère aux commerçants, aux passants, aux étudiants. Cette démarche obsessionnelle lui permit de recueillir plusieurs témoignages que la police n'avait pas pu obtenir. Certaines personnes, méfiantes vis-à-vis des autorités, acceptaient plus facilement de parler à une sœur inquiète qu'à des policiers en uniforme. C'est ainsi qu'elle rencontra Alain Mercier, un étudiant en médecine qui fréquentait régulièrement les cafés du centre-ville. Mercier lui révéla un détail troublant. Le soir du 15 septembre, vers 21h, il avait assisté à une scène étrange, près de la gare Saint-Roch. J'attendais un ami sur le parvis de la gare quand j'ai vu une grosse voiture noire, une BMW ou une Mercedes, garée en double file, racontait Mercier. Il y avait deux hommes en costume qui semblaient attendre quelqu'un. Vers 21h15, un troisième homme est arrivé à pied. Il portait un survêtement et un sac de sport. Les trois hommes ont discuté quelques minutes, ça avait l'air tendu, puis ils sont tous montés dans la voiture qui est partie vers l'autoroute. Mercier n'avait pas pu identifier formellement le sportif, mais sa description correspondait parfaitement à Damien. Sophie avait immédiatement transmis cette information au commissaire Giraud, qui avait ouvert une nouvelle piste d'investigation. Malheureusement, aucune caméra de surveillance ne couvrait cette zone en 1987, et aucun autre témoin ne put confirmer ce témoignage. L'automne 1987 s'écoulait sans révélation majeure. La presse locale avait largement couvert la disparition dans les premiers temps, mais l'attention médiatique diminuait progressivement. Midi Libre publiait encore occasionnellement des articles de suivi, mais l'affaire Leclerc glissait lentement vers l'oubli public. Pour la famille, cette période était particulièrement éprouvante. André Leclerc, miné par l'inquiétude et l'incertitude, avait développé des troubles du sommeil et des problèmes cardiaques qui l'obligèrent à prendre une retraite anticipée. Françoise oscillait entre espoir et désespoir, s'accrochant au moindre appel téléphonique, au moindre courrier qui pourrait apporter des nouvelles de son fils. Sophie, elle, refusait d'abandonner. Elle avait repris son travail au cabinet d'avocat en novembre, mais consacrait tous ses week-ends et ses congés à poursuivre ses recherches. Elle avait établi un réseau de contacts dans le milieu sportif régional et entretenait une correspondance suivie avec d'autres familles confrontées à des disparitions similaires. L'hiver 1987-1988 apporta un nouvel élément troublant. En décembre, Laurent Martel, l'ami de Damien qui avait participé aux mêmes championnats à Montpellier, contacta Sophie pour lui faire part d'informations qu'il avait eues jusque-là, par crainte de nuire à sa propre carrière sportive. Martel révéla que dans les semaines qui avaient suivi la disparition de Damien, plusieurs athlètes de l'équipe de France avaient été approchés par les mystérieux consultants, avec des propositions beaucoup plus précises et alarmantes. Ces hommes ne se contentaient plus de demander des informations. Ils proposaient désormais de l'argent pour influencer directement les résultats de certaines courses. Ils m'ont proposé 50 000 francs pour que je ralentisse volontairement pendant les 800 derniers mètres d'une course prévue à Lyon, confiait Martel. Quand j'ai refusé, ils m'ont dit que d'autres avaient été moins regardants et que je pourrais le regretter. Ils ont mentionné Damien en disant que les athlètes trop honnêtes finissaient parfois par avoir des problèmes. Cette révélation changeait complètement la perspective de l'enquête. Sophie transmit immédiatement ces informations au commissaire Giraud, qui rouvrit activement le dossier en janvier 1988. Une nouvelle série d'auditions fut organisée, impliquant cette fois les plus hautes autorités de la Fédération française d'athlétisme. L'enquête révéla progressivement l'existence d'un système de paris illégaux d'une ampleur considérable, organisé par un réseau international, qui manipulait les résultats sportifs dans plusieurs disciplines. L'athlétisme, sport moins médiatisé que le football, mais offrant de nombreuses possibilités de paris techniques, était devenu une cible privilégiée de ces organisations. Bernard Costello, confronté aux nouveaux témoignages, fut contraint d'admettre qu'il connaissait l'existence de ce système depuis plusieurs mois. Je savais que certains de mes athlètes étaient approchés, avoua-t-il lors d'une audition en février 1988. Mais je pensais pouvoir gérer la situation en interne.
Je ne voulais pas que ça éclate au grand jour. Ça aurait détruit la réputation de l'athlétisme français. Quand les enquêteurs lui demandèrent s'il pensait que Damien avait été victime de ce réseau, Costello se montra plus coopératif qu'auparavant. C'est possible. Damien était intègre. Il n'aurait jamais accepté de tricher. Si ces gens l'ont approché et qu'il a refusé de collaborer, ils ont pu vouloir faire un exemple. Cette nouvelle orientation de l'enquête permit d'identifier plusieurs individus suspects. Les consultants sportifs étaient en réalité des intermédiaires travaillant pour une organisation basée à Monaco, dirigée par un homme d'affaires italien naturalisé français, Sergio Martinelli. Ce dernier gérait un réseau de paris clandestins qui brassait plusieurs dizaines de millions de francs par an. En mars 1988, une opération policière coordonnée permit l'arrestation de Martinelli et de plusieurs de ses associés. Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrirent des documents révélant l'ampleur du système de corruption. Liste d'athlètes coopératifs, sommes versées pour influencer des résultats, et surtout un carnet contenant des noms d'athlètes considérés comme problématiques parce qu'ils refusaient de collaborer. Le nom de Damien Leclerc figurait sur cette liste, accompagné de la mention « à surveiller de près, influence négative sur les autres ». Cette découverte confirma les soupçons de la famille et des enquêteurs. Damien avait bien été ciblé par le réseau criminel, probablement parce qu'il représentait une menace pour leurs activités. Sergio Martinelli, confronté aux preuves, nia formellement toute implication dans la disparition de Damien. Nous influençons les résultats sportifs, c'est vrai, mais nous ne nous attaquons jamais physiquement aux athlètes, déclara-t-il lors de ses interrogatoires. C'est stupide, ça attire trop l'attention des autorités. Nous préférons la corruption à la violence. Malgré les pressions exercées par les enquêteurs, Martinelli maintint cette version jusqu'à son procès en 1989. Il fut condamné à 8 ans de prison pour organisation de paris illégaux et corruption dans le sport, mais ne fut jamais poursuivi pour la disparition de Damien Leclerc, faute de preuves directes. Cette affaire judiciaire apporta quelques réponses à la famille Leclerc, mais pas celle qu'elle espérait le plus, savoir ce qui était réellement arrivé à Damien. Le jeune athlète demeurait introuvable, et malgré l'identification de ses probables agresseurs, aucun élément ne permettait de déterminer son sort final. Les années 1990 furent marquées par une lente acceptation de l'incertitude. André Leclerc décéda d'une crise cardiaque en 1994, sans avoir jamais su ce qu'était devenu son fils. Françoise, de plus en plus fragile psychologiquement, fut placée dans une maison de retraite médicalisée en 1998, où elle vécut dans un état de confusion mentale croissant jusqu'à sa mort en 2003. Sophie, désormais seule héritière du drame familial, avait organisé sa vie autour de la recherche de son frère. Elle n'avait jamais fondé de famille, consacrant toute son énergie émotionnelle et financière à poursuivre les investigations que la police avait progressivement délaissées. Son appartement de Montpellier était devenu un véritable centre de documentation sur l'affaire. Murs couverts de cartes, classeurs remplis de témoignages, chronologie détaillée des événements de septembre 1987. En 1995, Sophie avait créé une association, Recherche et Mémoire, destinée à aider les familles confrontées à des disparitions non élucidées. Cette structure lui permettait de maintenir des contacts avec les forces de l'ordre et de bénéficier d'un statut officiel pour ses démarches. Elle organisait régulièrement des événements commémoratifs et des campagnes de sensibilisation qui maintenaient l'affaire de son frère dans l'actualité locale. Le passage à l'an 2000 avait marqué un tournant dans les techniques d'investigation. L'informatisation progressive des services de police et l'amélioration des méthodes d'identification génétique ouvraient de nouvelles perspectives pour les affaires anciennes. Sophie avait fourni son ADN pour constituer un profil de référence familiale, dans l'espoir qu'un jour, des restes humains non identifiés puissent être mis en relation avec la disparition de Damien. En 2005, 18 ans après les faits, le dossier Leclerc était officiellement classé sans suite par le parquet de Montpellier. Cette décision administrative, bien que prévisible, avait profondément affecté Sophie. Pour la justice, mon frère n'existe plus.
avait-elle déclaré amèrement aux journalistes de Midi Libre qui couvraient cette conclusion procédurale. Cependant, Sophie refusait d'accepter ce classement comme une fin. Elle avait fait appel de cette décision et obtenait régulièrement des réouvertures ponctuelles de l'enquête, chaque fois qu'un nouvel élément, même ténu, apparaissait. Sa détermination était devenue légendaire dans les services de police de Montpellier, où plusieurs générations d'enquêteurs s'étaient succédées sur ce dossier devenu emblématique. L'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux au milieu des années 2000 avait donné un second souffle aux recherches. Sophie avait créé un site web dédié à l'affaire, diffusant largement la photo de son frère et les circonstances de sa disparition. Cette démarche générait régulièrement de faux espoirs, témoignages tardifs de personnes qui pensaient l'avoir croisé, signalements de sosie dans diverses régions de France, révélations de mythomanes en quête d'attention. Chaque piste était méticuleusement vérifiée par Sophie, qui avait développé au fil des années une expertise remarquable en matière d'investigation privée. Elle maîtrisait les techniques d'enquête, connaissait le fonctionnement des administrations, savait décrypter les documents officiels et identifier les incohérences dans les témoignages. Cette compétence autodidacte lui avait d'ailleurs permis de résoudre 2 autres affaires de disparition pour des familles qu'il avait contactées via son association. En 2010, Sophie était devenue une référence nationale dans le domaine des personnes disparues. Elle intervenait régulièrement dans des colloques, conseillait d'autres familles et collaborait officieusement avec les forces de l'ordre sur des dossiers complexes. Cette reconnaissance professionnelle lui apportait une forme de satisfaction, mais ne comblait pas le vide laissé par l'absence de réponse sur le sort de Damien. L'année 2015 avait marqué un cap symbolique, les 28 ans de la disparition. Sophie avait alors 53 ans et commençait à ressentir le poids des décennies consacrées à cette quête. Ses économies étaient largement entamées, sa santé s'était dégradée à force de stress chronique, et ses relations sociales s'étaient réduites au cercle fermé des familles de disparus et des professionnels de l'enquête. C'est à cette période qu'elle avait pris une décision radicale, déménager définitivement à Montpellier et se consacrer exclusivement à la recherche de son frère. Elle avait vendu son appartement de Béziers, quitté définitivement son emploi au cabinet d'avocat et s'était installée dans un petit 2 pièces rue de l'Université, à proximité du quartier où Damien avait disparu. Cette nouvelle vie, entièrement organisée autour de l'enquête, lui permettait de quadriller systématiquement la ville, de maintenir des contacts quotidiens avec ses réseaux d'informateurs et de poursuivre des investigations de terrain que l'âge rendait de plus en plus difficiles. Sophie connaissait désormais Montpellier mieux que n'importe quel guide touristique, ayant arpenté chaque rue, interrogé chaque ancien commerçant, exploré chaque recoin susceptible de receler un indice. En 2018, une nouvelle piste s'était ouverte grâce aux révélations d'un ancien membre du réseau Martinelli. Cet homme, Roberto Santini, purgeait une peine de prison pour une affaire de blanchiment d'argent sans rapport avec l'athlétisme. En échange d'une remise de peine, il avait accepté de collaborer avec la justice sur plusieurs dossiers anciens, dont celui de Damien Leclerc. Santini révéla que Sergio Martinelli avait effectivement ordonné une intervention dissuasive contre Damien en septembre 1987. Selon lui, l'objectif initial n'était pas de tuer l'athlète, mais de l'intimider suffisamment pour qu'il accepte de collaborer ou, au minimum, qu'il cesse d'influencer négativement ses coéquipiers. Le patron voulait faire un exemple, expliquait Santini lors de ses auditions. Damien Leclerc posait problème parce qu'il parlait trop. Il disait aux autres athlètes de refuser nos propositions. Il voulait même alerter la fédération. Martinelli a envoyé 2 hommes pour lui faire peur, pour lui expliquer qu'il valait mieux se taire et coopérer. Ces révélations apportaient un éclairage nouveau sur les circonstances de la disparition, mais Santini prétendait ne pas connaître l'identité des exécutants ni les détails de l'opération. « Je m'occupais seulement de la partie financière », affirmait-il. Les interventions physiques s'étaient gérées par d'autres personnes plus spécialisées dans ce domaine. Malgré l'intérêt de ces déclarations, l'enquête rouverte en 2019 n'aboutit à aucune arrestation nouvelle.
Les spécialistes mentionnés par Santini n'avaient jamais été identifiés avec certitude, et Martinelli, décédé en prison en 2016, avait emporté ses secrets dans la tombe. Cette nouvelle déception avait encore affaibli le moral de Sophie, qui commençait à envisager l'idée qu'elle pourrait ne jamais connaître la vérité sur le sort de son frère. L'année 2020 et la pandémie de Covid-19 avaient profondément perturbé les habitudes de Sophie. Les confinements successifs l'avaient contrainte à interrompre ses investigations de terrain, et l'âge rendait de plus en plus difficiles ses déplacements quotidiens à travers Montpellier. À 65 ans, elle souffrait d'arthrose et d'hypertension, conséquence de décennies de stress et d'une hygiène de vie négligée au profit de ses recherches. C'est durant cette période de ralentissement forcé qu'elle avait décidé de rédiger un livre sur l'affaire de son frère. Ce projet, qu'elle caressait depuis des années, lui semblait désormais urgent à réaliser. Elle voulait laisser une trace écrite complète de toutes ses investigations, constituer un témoignage définitif qui pourrait servir à d'autres familles confrontées à des situations similaires. 35 ans de recherche. Tel était le titre provisoire de son manuscrit. Sophie y compilait méthodiquement tous les éléments qu'elle avait rassemblés. Témoignages, documents officiels, analyses personnelles, fausses pistes explorées. Ce travail de mémoire lui permettait également de prendre du recul sur sa propre obsession et de faire le bilan d'une vie entièrement consacrée à une quête qui n'aboutirait peut-être jamais. Le 15 septembre 2022, jour du 35e anniversaire de la disparition de Damien, Sophie organisa comme chaque année une commémoration sur la place de la Comédie. Cette manifestation, qui rassemblait traditionnellement une quinzaine de personnes, familles de disparus, militants associatifs, quelques journalistes, avait pris cette année-là une dimension particulière. Sophie avait en effet annoncé qu'il s'agirait probablement de la dernière commémoration qu'elle organiserait. « Je vieillis », avait-elle déclaré aux participants. « J'ai consacré ma vie entière à chercher mon frère, et je commence à accepter l'idée que je ne saurai peut-être jamais ce qui lui est arrivé. Mais je ne regrette rien. Damien méritait qu'on se batte pour lui, qu'on refuse d'oublier. Grâce à nos efforts, son histoire a aidé d'autres familles et le réseau criminel qui l'a probablement tué a été démantelé. Cette annonce avait ému l'assistance et relancé temporairement l'intérêt médiatique pour l'affaire. France 3. Occitanie avait consacré un reportage de 20 minutes à Sophie et à son combat, diffusé dans l'édition régionale du 19-20. Ce reportage avait généré plusieurs centaines de messages de soutien, mais aucune information nouvelle susceptible de faire avancer l'enquête. L'automne 2022 s'était écoulé paisiblement pour Sophie, qui avait effectivement réduit le rythme de ses investigations. Elle continuait à entretenir son site internet et à répondre aux sollicitations de familles en détresse, mais avait cessé ses déambulations quotidiennes dans Montpellier. Cette nouvelle routine lui laissait plus de temps pour finaliser son livre et pour s'occuper de sa santé, négligée depuis trop d'années. C'est dans ce contexte d'apaisement relatif que se produisit, le 14 février 2023, l'événement qui allait bouleverser définitivement l'affaire Leclerc. Ce matin-là, une équipe d'ouvriers de Montpellier Méditerranée Métropole intervenait sur un problème de canalisation rue du Faubourg Figuerolles, dans le centre ancien de la ville. Cette rue, située entre la place de la Comédie et la gare Saint-Roch, était régulièrement sujette à des engorgements du réseau d'assainissement lors des épisodes pluvieux méditerranéens. Vers 10h30, l'ouvrier municipal Jean-Baptiste Moreno procédait aux désobstructions d'une grille d'évacuation située devant l'ancien cinéma Le Royal, fermé depuis 2018. Cette grille, installée dans les années 1980, évacuait les eaux de ruissellement vers le collecteur principal qui menait à la station d'épuration de la ville. En utilisant sa perche métallique pour déloger les débris accumulés sous la grille, Moreno heurta un objet dur qui résistait à ses efforts. Pensant initialement à un caillou ou à un morceau de béton, il redoubla d'efforts pour déplacer l'obstacle. C'est en remontant sa perche qu'il découvrit, accrochée à l'extrémité, une petite plaque métallique oxydée de forme circulaire. « Au début, j'ai cru que c'était une pièce de monnaie ou un jeton »,
expliquait Moreno par la suite. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que c'était plus gros et qu'il y avait des écritures dessus. Ça ressemblait à une médaille, mais très abîmée par le temps. L'objet était effectivement une médaille, dont la surface était partiellement corrodée par 36 années d'exposition à l'humidité souterraine. Cependant, les inscriptions gravées restaient partiellement lisibles. On pouvait déchiffrer le championnat du Languedoc sur la face avant et plus clairement Damien Leclerc, 3h36-12 au dos. Moreno, qui habitait Montpellier depuis l'enfance, connaissait vaguement l'affaire de l'athlète disparu grâce aux commémorations régulières organisées par Sophie et aux articles de presse qui ressortaient périodiquement cette histoire. Il comprit immédiatement l'importance de sa découverte et contacta aussitôt sa hiérarchie qui alerta elle-même les services de police. Le commandant Patricia Dumont, responsable de la section criminelle du commissariat de Montpellier, se rendit personnellement sur les lieux vers 11h45. Cette policière expérimentée, qui avait rejoint les effectifs montpelliérains en 2015, connaissait bien le dossier Leclerc pour l'avoir étudié lors de sa prise de fonction. La découverte de cette médaille constituait le premier élément matériel directement lié à la disparition depuis 36 ans. La première question qui se posait était de déterminer comment cette médaille avait pu se retrouver dans ce conduit, expliquait le commandant Dumont. Soit elle était tombée accidentellement dans la grille, soit elle avait été volontairement jetée pour s'en débarrasser. Dans les deux cas, cela signifiait que Damien Leclerc, ou la personne qui avait pris sa médaille, était passé par cette rue après sa disparition du stade. Une perquisition approfondie du conduit d'évacuation fut organisée dans l'après-midi du 14 février. Les techniciens de la police scientifique, équipés de matériel spécialisé, procédèrent à un curage complet de la canalisation sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval du point de découverte. Cette opération révéla la présence d'autres objets anciens, pièces de monnaie datant des années 1980 et 1990, clés rouillées, débris métalliques divers. Mais surtout, coincés dans un coude de la canalisation à environ 15 mètres de la grille principale, les enquêteurs découvrirent un portefeuille en cuir noir dans un état de conservation remarquable, grâce à l'environnement humide mais stable du conduit. Ce portefeuille contenait plusieurs éléments qui confirmèrent définitivement son appartenance à Damien Leclerc. Une carte d'identité plastifiée, carte d'étudiant de l'INSEP, carte de membre de la Fédération française d'athlétisme et 320 francs en billets et pièces de monnaie. Plus troublant encore, le portefeuille renfermait un petit carnet d'adresses manuscrit dans lequel Damien avait noté plusieurs numéros de téléphone, dont certains accompagnés de mentions énigmatiques. L'analyse de ce carnet révéla des éléments particulièrement intéressants pour l'enquête. Parmi les contacts notés par Damien figuraient plusieurs noms inconnus, accompagnés de mentions comme « Monsieur Proposition »,« R »,« Méfiance » ou « B », « Contact urgent ». Ces annotations, datées de septembre 1987, selon l'écriture et l'encre utilisées, suggéraient que Damien avait eu des contacts avec des personnes non identifiées dans les jours précédant sa disparition. Sophie Leclerc fut informée de la découverte dans la soirée du 14 février par le commandant Dumont. Cette nouvelle, qu'elle avait espérée pendant 36 ans, provoqua chez elle un mélange d'émotions intenses et d'appréhension. J'étais heureuse d'avoir enfin une preuve matérielle, mais terrifiée par ce que cela pouvait signifier, confia-t-elle plus tard. La découverte de la médaille et du portefeuille dans cette canalisation particulière orientait l'enquête vers un scénario précis. La rue du Faubourg Figrol se trouvait à mi-chemin entre la place de la Comédie, où Damien avait été vu pour la dernière fois le 15 septembre 1987, et la gare Saint-Roch, où Alain Mercier avait témoigné avoir observé une scène suspecte vers 21h le même soir. Le commandant Dumont établit rapidement un lien logique entre ces différents éléments. Damien a probablement été intercepté quelque part entre la place de la Comédie et la gare. Ses agresseurs l'ont dépouillé de ses effets personnels et ont jeté la médaille et le portefeuille dans cette grille pour s'en débarrasser rapidement. C'est un comportement classique chez les criminels qui veulent effacer les traces de leur forfait.
L'enquête technique sur les objets découverts confirma qu'ils avaient séjourné dans la canalisation pendant plusieurs décennies. L'analyse de la corrosion et des dépôts calcaires permit d'estimer leur immersion à une période comprise entre 1985 et 1990, ce qui correspondait parfaitement à la chronologie de l'affaire. Plus important encore, les techniciens de la police scientifique parvinrent à extraire des traces d'ADN de plusieurs zones du portefeuille. Ces prélèvements, confrontés au profil génétique familial établi par Sophie en 2000, confirmèrent formellement l'appartenance des objets à Damien Leclerc. Mais l'analyse ADN révéla également la présence de matériel génétique appartenant à au moins 2 autres individus. Ces profils, immédiatement comparés aux fichiers nationaux d'identification génétique, ne correspondaient à aucune personne fichée par les services de police. Cependant, ils constituaient désormais des éléments de preuve exploitables si les responsables de la disparition étaient un jour identifiés et appréhendés. Le 20 février 2023, le procureur de la République de Montpellier annonça officiellement la réouverture de l'enquête sur la disparition de Damien Leclerc. Cette décision, largement relayée par les médias nationaux, relançait l'affaire avec des moyens d'investigation considérablement renforcés par rapport aux années 1980. L'équipe d'enquête, dirigée par le commandant Dumont, fut étoffée de 2 lieutenants spécialisés dans les affaires criminelles anciennes. Ces policiers avaient accès aux nouvelles technologies d'investigation. Fichiers informatisés, bases de données internationales, techniques d'analyse génétique avancées, outils de géolocalisation rétrospective. La première phase de cette nouvelle enquête consistait à réexaminer systématiquement tous les témoignages recueillis en 1987 et 1988 à la lumière des nouvelles découvertes. L'objectif était d'identifier d'éventuelles incohérences ou omissions qui auraient pu passer inaperçues lors des investigations initiales. Cette relecture méthodique permit rapidement de mettre en évidence plusieurs éléments troublants. Le témoignage d'Alain Mercier sur la scène observée près de la gare prenait une dimension nouvelle compte tenu de la localisation des objets découverts. La chronologie et la géographie correspondaient parfaitement. Damien avait pu être intercepté place de la Comédie, emmené vers la gare par ses agresseurs qui l'avaient dépouillé en chemin. Plus troublante encore, la relecture des procès-verbaux d'audition révéla que plusieurs témoins avaient mentionné la présence de véhicules suspects dans le secteur de la rue du Faubourg-Figuerolles le soir du 15 septembre 1987. Ces détails, considérés comme secondaires à l'époque, prenaient désormais une importance capitale. Madame Lucette Pasquier, propriétaire d'un petit restaurant rue du Faubourg-Figuerolles en 1987, avait notamment signalé avoir observé une voiture sombre garée en stationnement interdit devant son établissement vers 20h30 le 15 septembre. Il y avait 2 hommes à l'intérieur qui semblaient attendre quelque chose, avait-elle déclaré lors de son audition. Vers 21h, j'ai entendu des voix fortes dans la rue, puis la voiture est partie très rapidement. Ce témoignage, négligé en 1987 faute d'éléments corroborants, devenait crucial compte tenu de la découverte des objets personnels de Damien à quelques mètres du restaurant de Madame Pasquier. Les enquêteurs décidèrent de la recontacter pour approfondir ses souvenirs malgré les 36 années écoulées. Lucette Pasquier, âgée de 89 ans en 2023, vivait désormais dans une maison de retraite de Castelnau-le-Lez. Malgré son grand âge, elle conservait une mémoire remarquablement précise des événements de septembre 1987, notamment parce qu'elle avait été interrogée par la police peu après et que cette expérience l'avait marquée. « Je me souviens très bien de cette soirée », expliqua-t-elle au commandant Dumont lors de sa nouvelle audition. C'était inhabituel d'avoir une voiture garée si longtemps devant le restaurant. D'habitude, les gens ne s'arrêtent que quelques minutes pour acheter des cigarettes ou téléphoner à la cabine qui était au coin de la rue. Madame Pasquier précisa également des détails qu'elle n'avait pas mentionnés lors de sa première audition en 1987. Les 2 hommes dans la voiture parlaient italien entre eux. « Je le sais parce que ma mère était italienne et que je comprends un peu cette langue.
Il répétait souvent le mot « ragazzo » qui veut dire « garçon » ou « jeune homme ». Cette précision était particulièrement intéressante compte tenu des liens établis entre la disparition de Damien et le réseau criminel dirigé par l'Italien Sergio Martinelli. Elle confirmait l'hypothèse selon laquelle des membres de cette organisation avaient bien opéré à Montpellier le soir du 15 septembre 1987. L'enquête se concentra alors sur l'identification des spécialistes mentionnés par Roberto Santini lors de ses révélations de 2018. Les dossiers judiciaires concernant le réseau Martinelli furent réexaminés systématiquement pour identifier tous les individus ayant gravité autour de cette organisation entre 1985 et 1990. Cette investigation permit d'établir une liste de 15 personnes susceptibles d'avoir participé à des interventions dissuasives pour le compte de Martinelli. Parmi ces individus, 12 étaient décédés et un était porté disparu depuis 1995. 2 hommes seulement demeuraient vivants et localisables. Antonio Benedetti, 74 ans, résident dans la banlieue de Marseille, et Francesco Rossi, 71 ans, installé en Corse depuis sa sortie de prison en 2010. Ces 2 hommes furent convoqués pour audition au début du mois de mars 2023. Leurs profils génétiques furent prélevés et comparés aux traces ADN découvertes sur le portefeuille de Damien Leclerc. Les résultats de ces analyses, communiqués le 15 mars, révélèrent une concordance parfaite entre l'ADN de Francesco Rossi et l'une des traces prélevées sur les effets personnels de l'athlète disparu. Confronté à cette preuve scientifique irréfutable, Francesco Rossi s'effondra lors de sa garde à vue et avoua finalement sa participation aux événements de septembre 1987. Ces révélations allaient enfin permettre à Sophie Leclerc de connaître la vérité sur le sort de son frère, 36 ans après sa disparition. C'était un contrat comme les autres, expliqua Rossi lors de ses aveux. Martinelli nous avait demandé d'intimider ce coureur qui posait des problèmes. On devait juste lui faire peur, lui expliquer qu'il valait mieux se taire et coopérer avec l'organisation. On n'avait pas l'intention de le tuer. Selon les déclarations de Rossi, lui et son complice Antonio Benedetti avaient effectivement intercepté Damien Leclerc, place de la Comédie, vers 20h45, le 15 septembre 1987. Il s'était fait passer pour des journalistes sportifs, souhaitant l'interviewer sur sa victoire de l'après-midi. Une ruse qui avait fonctionné, car Damien était habitué à ce genre de sollicitations. Le gamin nous a suivis sans méfiance, poursuivait Rossi. On lui a dit qu'on avait une voiture garée un peu plus loin et qu'on préférait faire l'interview dans un endroit plus calme. Il était content. Il parlait de sa course, de ses projets. On est allé vers la gare en passant par la rue du Faubourg Figuerolles. C'est dans cette rue que la situation avait dégénéré. Rossi et Benedetti avaient révélé à Damien la véritable raison de leur approche, lui expliquant qu'il devait cesser de décourager ses coéquipiers de collaborer avec l'organisation de Paris. Il lui avait proposé une somme d'argent importante en échange de sa coopération future. Le gamin a très mal réagi, continua Rossi. Il nous a dit qu'on était des ordures, qu'il allait tout raconter à la police et à la fédération. Il a essayé de partir, mais Benedetti l'a retenu par le bras. Ils se sont battus et le coureur est tombé en se cognant la tête contre le rebord du trottoir. Selon les aveux de Rossi, Damien Leclerc était mort instantanément de ce traumatisme crânien accidentel. Pris de panique, les 2 hommes avaient dissimulé le corps dans le coffre de leur voiture et avaient rapidement quitté Montpellier pour rejoindre une planque dans les Cévennes, où ils avaient enterré la dépouille dans un endroit isolé. On a fait disparaître toutes ses affaires, poursuivait Rossi. Ses vêtements, son sac de sport, tout a été brûlé, mais on a jeté sa médaille et son portefeuille dans une bouche d'égout avant de partir de Montpellier. On pensait que ça irait directement à la mer et que ça ne serait jamais retrouvé. Francesco Rossi accepta de conduire les enquêteurs sur le lieu où il affirmait avoir enterré Damien Leclerc en septembre 1987. Cette expédition, organisée le 22 mars 2023, mena les forces de l'ordre dans une zone forestière isolée près du village de Saint-André-de-Valborgne, dans le parc national des Cévennes.
L'endroit correspondait effectivement au profil d'une cachette, choisie par des criminels en fuite, accessible par une piste forestière peu fréquentée, suffisamment éloignée des habitations pour éviter toute découverte fortuite, mais pas trop difficile d'accès pour des hommes transportant un corps. Les fouilles archéologiques, menées par des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, débutèrent le 24 mars dans un périmètre délimité par les indications de Rossi. Ces opérations, longues et minutieuses, nécessitèrent plusieurs jours de travail dans des conditions météorologiques difficiles. Le 28 mars 2023, les techniciens découvrirent effectivement des restes humains enterrés à environ 1,50 m de profondeur dans une fosse grossièrement creusée entre les racines d'un vieux châtaignier. L'état de conservation des ossements était compatible avec une inhumation datant de 36 ans, et l'analyse anthropologique confirma qu'il s'agissait d'un homme jeune, de taille et de morphologie, correspondant au signalement de Damien Leclerc. L'identification formelle fut établie grâce à l'expertise odontologique. Les services de médecine légale avaient pu récupérer le dossier dentaire de Damien, constitué en 1986, lors de sa visite de routine chez un dentiste de Béziers. La comparaison avec la dentition des restes découverts confirma sans ambiguïté possible qu'il s'agissait bien du jeune athlète disparu en septembre 1987. L'autopsie, réalisée par le professeur Martine Dubois du CHU de Montpellier, révéla la présence d'une fracture du crâne compatible avec les déclarations de Francesco Rossi. Les analyses toxicologiques, bien que limitées par l'ancienneté des faits, ne détectèrent aucune trace de substance toxique, confirmant que la mort était bien due au traumatisme crânien. Cette découverte marquait officiellement la fin de l'une des affaires de disparition les plus longues et les plus médiatisées de l'histoire criminelle française. Pour Sophie Leclerc, alors âgée de 66 ans, ces révélations représentaient l'aboutissement de 36 années de recherches acharnées, mais aussi l'effondrement des derniers espoirs qu'elle entretenait secrètement de retrouver son frère vivant. L'annonce de la découverte des restes de Damien fut communiquée à Sophie le 28 mars au soir par le commandant Dumont, en présence d'un psychologue de la police. Cette nouvelle, qu'elle avait à la fois redoutée et espérée pendant des décennies, provoqua chez elle une réaction complexe, mêlant soulagement, tristesse et colère. D'un côté, j'étais soulagée de savoir enfin ce qui était arrivé à Damien, confia-t-elle plus tard. Mais d'un autre côté, j'étais révoltée par la stupidité de cette mort. Mon frère est mort pour rien, parce qu'il avait des principes et qu'il refusait de se compromettre avec des criminels. Il avait 22 ans, toute la vie devant lui. Le 2 avril 2023, Francesco Rossi fut mis en examen pour homicide involontaire et séquestration, crime qui n'était pas prescrit compte tenu de la découverte récente du corps. Son complice, Antonio Benedetti, confronté aux révélations de Rossi et aux preuves scientifiques, avoua également sa participation aux événements de septembre 1987. L'instruction judiciaire révéla l'ampleur des activités criminelles du réseau Martinelli au-delà de la simple corruption sportive. Cette organisation avait développé un véritable système de contrôle des résultats de sportifs s'étendant à plusieurs disciplines. Athlétisme, cyclisme, tennis de table et même certaines épreuves olympiques moins médiatisées. Le mode opératoire était toujours similaire. Identification des athlètes prometteurs, approche progressive par des intermédiaires se présentant comme des agents ou des sponsors, propositions financières de plus en plus importantes, et finalement, chantage ou menaces physiques pour les récalcitrants. Et Damien Leclerc était devenu une cible prioritaire parce qu'il constituait un élément perturbateur dans ce système bien rodé. L'enquête permit également d'identifier au moins 12 autres athlètes français qui avaient été approchés par cette organisation entre 1985 et 1995. Plusieurs d'entre eux acceptèrent de témoigner publiquement, révélant l'ampleur des pressions qu'ils avaient subies et les conséquences psychologiques durables de ces expériences. Laurent Martel, l'ami de Damien qui avait déjà témoigné en 1988, confirma l'exactitude des révélations de Rossi sur les derniers jours de l'athlète disparu.
Damian m'avait dit qu'il en avait assez de ces approches suspectes, rappela-t-il lors d'une nouvelle audition. Il voulait alerter la fédération et les médias. Il disait que le sport français était en train d'être gangrené par ces réseaux mafieux et qu'il fallait réagir. Cette détermination de Damian à dénoncer le système de corruption avait sans doute précipité sa mort. Selon les enquêteurs, Martinelli avait ordonné une intervention d'intimidation parce qu'il craignait que les révélations du jeune athlète ne compromettent l'ensemble de son réseau. La mort accidentelle de Damien avait paradoxalement servi les intérêts de l'organisation criminelle en dissuadant d'autres athlètes de parler. Le procès de Francesco Rossi et Antonio Benedetti s'ouvrit devant la cour d'assises de l'Hérault le 15 septembre 2024, exactement 37 ans après la disparition de Damien Leclerc. Cette coïncidence de date, voulue par le président de la Cour, pour son aspect symbolique, marquait l'aboutissement judiciaire d'une affaire qui avait marqué plusieurs générations d'enquêteurs. L'audience la plus émouvante fut celle consacrée au témoignage de Sophie Leclerc. Face aux accusés, elle évoqua les décennies de souffrances endurées par sa famille et l'impact destructeur de l'incertitude sur leur vie quotidienne. « Vous nous avez volé bien plus que la vie de Damien », déclara-t-elle, en s'adressant directement à Rossi et Benedetti. Vous nous avez volé le droit de faire notre deuil, de nous reconstruire, de continuer à vivre normalement. Pendant 36 ans, nous avons vécu dans le doute et l'espoir, sans pouvoir tourner la page. Mon père est mort sans savoir ce qu'était devenu son fils. Ma mère a sombré dans la folie. Francesco Rossi, visiblement ému par ce témoignage, présenta ses excuses à la famille lors de sa dernière déclaration. Je regrette profondément ce qui s'est passé. Nous n'avions pas l'intention de tuer ce jeune homme, mais nos excuses ne le ramèneront pas. J'espère que notre condamnation apportera un peu de paix à sa famille. Le verdict, rendu le 3 octobre 2024, condamna Francesco Rossi à 15 ans de réclusion criminelle et Antonio Benedetti à 12 ans pour homicide involontaire, séquestration et dissimulation de cadavres. Cette sentence, considérée comme exemplaire compte tenu de l'âge avancé des accusés, marquait la reconnaissance officielle de la souffrance endurée par la famille Leclerc. Plus symboliquement, le tribunal ordonna la création d'un fonds d'indemnisation destiné aux familles de personnes disparues dans des circonstances criminelles, alimenté par la confiscation des biens des condamnés. Cette mesure, baptisée Fonds Damien Leclerc, constitua un héritage concret de cette tragédie familiale. Les funérailles de Damien Leclerc eurent lieu le 20 octobre 2024 à Béziers, sa ville natale. 37 ans après sa disparition, le jeune athlète put enfin recevoir les honneurs funèbres qui lui étaient dus. La cérémonie rassembla plusieurs centaines de personnes. Familles, amis d'enfance, anciens coéquipiers, représentants du monde sportif et de nombreux anonymes touchés par cette histoire de persévérance et de justice tardive. Le cercueil fut porté par 6 athlètes de l'équipe de France de demi-fond, honneur posthume rendu à celui qui aurait pu devenir l'un des leurs. Sur le cercueil reposait la médaille des championnats du Languedoc-Roussillon, 1987, celle-là même dont la découverte avait permis de résoudre l'énigme de sa disparition. L'homélie, prononcée par le père Jean Mercier, évoqua la double leçon de cette tragédie. Damien nous rappelle que l'intégrité et les principes moraux valent parfois plus que la vie elle-même. Mais Sophie nous enseigne que l'amour fraternel peut triompher du temps et des obstacles, que la vérité finit toujours par éclater quand quelqu'un refuse d'abandonner. Le monument funéraire, érigé dans le carré familial du cimetière de Béziers, porte une inscription qui résume l'essence de cette histoire. Damien Leclerc, 1965-1987, athlète de talent, homme d'honneur. Sa sœur Sophie a porté sa mémoire pendant 37 ans jusqu'à ce que la vérité triomphe. Sophie Leclerc survécut 2 années à l'inhumation de son frère, s'éteignant paisiblement le 12 mars 2026 à l'âge de 69 ans. Ces dernières années avaient été marquées par un apaisement qu'elle n'avait pas connu depuis l'adolescence. La résolution de l'affaire lui avait permis de faire enfin son deuil et de retrouver une forme de sérénité. Avant sa mort, elle avait achevé la rédaction de son livre « 37 ans de recherche »,
L'affaire Damien Leclerc, devenue un témoignage de référence sur les disparitions non élucidées et l'obstination familiale. Les droits d'auteur de cet ouvrage alimentent encore aujourd'hui le fonds d'aide aux familles qu'elle avait contribué à créer. L'association Recherche et Mémoire, qu'elle avait fondée en 1995, continue ses activités sous la direction de bénévoles formés par Sophie. Cette structure a permis de résoudre plusieurs autres affaires de disparition grâce aux méthodes d'investigation qu'elle avait développées au fil des décennies. L'affaire Leclerc eut également des conséquences importantes sur le monde sportif français. La Fédération française d'athlétisme créa un système de signalement anonyme permettant aux athlètes de dénoncer les tentatives de corruption sans craindre de représailles. Des formations spécifiques sur l'intégrité sportive furent intégrées dans les cursus de formation des entraîneurs et des dirigeants. Au niveau européen, cette affaire contribua au renforcement de la coopération policière dans la lutte contre la corruption sportive. Le modèle français de traitement des affaires anciennes, développé notamment grâce aux nouvelles technologies d'investigation, fut adopté par plusieurs pays confrontés à des problématiques similaires. La rue du Faubourg-Figuerolles, où furent découverts les objets personnels de Damien, porte désormais une plaque commémorative rappelant cette histoire. Le texte, sobre et émouvant, indique « En ce lieu furent retrouvés en 2023 les effets personnels de Damien Leclerc, athlète disparu en 1987. Que sa mémoire nous rappelle l'importance de l'intégrité dans le sport et la force de l'amour fraternel. » Le stade Philippides de Montpellier, théâtre de la dernière victoire sportive de Damien, a également rendu hommage à sa mémoire. Une tribune porte désormais son nom. Et chaque année, lors des championnats régionaux de septembre, une minute de silence est observée en sa mémoire et en celle de tous les sportifs victimes de la criminalité. Cette histoire nous enseigne que derrière les façades respectables du monde sportif peuvent se cacher les pratiques les plus criminelles et que l'intégrité personnelle peut parfois coûter la vie à ceux qui refusent les compromissions. Mais elle nous rappelle surtout que l'amour familial peut résister à toutes les épreuves, que la persévérance finit par triompher du silence et qu'il n'est jamais trop tard pour rendre justice aux victimes oubliées. L'obstination de Sophie Leclerc n'a pas seulement permis de résoudre la disparition de son frère, elle a ouvert la voie à une société plus vigilante face à la corruption, plus attentive aux victimes de la criminalité et plus déterminée à ne jamais abandonner la recherche de la vérité. Damien Leclerc n'aura pas vécu en vain si son histoire continue d'inspirer ceux qui luttent pour l'intégrité et la justice. Cette affaire nous montre comment un simple objet, une médaille gravée coincée dans une grille d'égout pendant 36 ans, peut déverrouiller les mystères les plus tenaces et apporter enfin la paix aux familles brisées par l'incertitude. Qu'avez-vous pensé de cette histoire de persévérance et de vérité tardive? Aviez-vous soupçonné le lien entre la disparition de Damien et le réseau de corruption sportive? Comment une famille peut-elle survivre à tant d'années d'incertitude? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous appréciez ce type d'enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux affaires criminelles françaises.